J'ai interviewé, je pense, 45-50 sportifs, entrepreneurs, auteurs, etc. Il n'y en a aucun qui m'a dit avoir eu des succès sans se planter. Aucun. Donc je pense qu'il est illusoire d'imaginer pouvoir être entrepreneur et lancer un business et que tout roule constamment. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Maxime Perrault. Chaque semaine, j'ai le privilège de recevoir des leaders irraisonnables et inspirants qui ont ramené un futur impossible au présent. Et aujourd'hui et cette semaine, j'ai le privilège, que dis-je, j'ai l'honneur de recevoir mon ami Max Dorville. Max, comment ça va? Ça va super bien, Maxime, merci. Et toi, comment vas-tu? Et je vais extrêmement bien. En excellence. En excellence. Yeah. Aujourd'hui, Max, tu accompagnes des small business à développer une activité de coaching, de consulting, de formation, de prestation de services à travers du coaching, mindset et du marketing Internet. Chaque année, tu organises un des top événements en France dédié à ces entrepreneurs-là. Ça s'appelle le Business Booster Live. Tu es aujourd'hui fréquemment invité pour speaker à des événements ou organiser des ateliers. Ça implique parfois de parler devant plusieurs centaines de personnes. Je sais que ça n'a pas été acquis dès le début, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de comment tout ça a commencé? Alors, comment tout ça a commencé? Parce qu'effectivement, au début de l'histoire, j'étais plutôt ce genre de mec, tu vois, qui n'ose pas trop lever la main à l'école, de peur de dire de la merde, de dire des conneries, et de peur d'imaginer mais qu'est-ce que vont dire les gens si je pose cette question, qu'est-ce que je dis ça. Donc j'étais un peu ce petit garçon un peu réservé, le gars qu'on choisit pas vraiment pour jouer au foot, tu vois, à l'école. Et ça c'est en grandissant, j'avais quand même ce truc de j'observais ces leaders, j'observais ces grands entrepreneurs et ça m'inspirait de dingue. Et je me disais, moi, ce serait vraiment mon rêve de pouvoir aussi partager mon message. Enfin, à l'époque, c'était pas partager mon message quand j'avais cet âge-là, mais tu vois, être capable de prendre la parole, de dire ce que je pense, d'être dans mon, d'incarner en fait qui je suis, tu vois. À partir de quel âge tu as eu cette envie? Je pense qu'à partir du collège, lycée, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ces entrepreneurs, à ces leaders, parce que je voyais ces gens-là comme des gens qui prennent leur vie en main. Je voyais ces gens-là qui sont des gens qui peuvent impacter, qui ont cette certaine forme de liberté. La liberté est une valeur très haute chez moi. Donc, voilà, j'étais un peu passionné, tu vois. Je voyais ça comme un truc, le Graal. Et, tu te souviens des premiers que tu as un peu idéalisés? Pardon? Est-ce que tu te souviens des premiers que tu as un peu idéalisés? J'étais un peu geek, je suis toujours, mais je m'intéressais beaucoup à la tech. Donc, il y avait bien sûr il y avait Steve Jobs, il y avait, alors un petit peu plus tard, il y avait Musk aussi. Pas mal d'entrepreneurs comme ça. Et puis en France, il y a eu Oussama Hamar aussi, plus tard, tu vois. Mais ouais, je m'intéressais vraiment à tout ça et je voyais ces gens qui étaient portés une espèce de mission, tu vois. Pour moi, je voyais vraiment l'entrepreneur comme j'ai un ami qui dirait un super-héros moderne, mais c'est vraiment ça, tu vois. Il allait bosser pour pouvoir faire avancer, pour impacter le monde, pour pouvoir subvenir à sa famille. Et donc, ça a pris du temps pour que je prenne ma place. Et surtout, il y a eu des étapes, il y a eu des facteurs vraiment clés dans ma vie que j'ai rencontrés, qui m'ont fait vraiment réfléchir par rapport à ça. Le premier, ça a été le décès de mon grand-père. Et quand je vais le voir, quelques jours avant qu'il nous quitte, j'habitais au Canada en fait. J'ai fait des longues études en architecture, en urbanisme, puis après en école de commerce, enfin bon bref. Mais j'habitais au Canada à ce moment-là, je travaillais là-bas. Et donc je dois rentrer. Et je discute avec lui et me dit, je pose la question de savoir est-ce que tu es satisfait, est-ce que tu es heureux de ta vie, tu as fait toutes les choses que tu voulais faire. C'était aussi il avait entrepris beaucoup de choses dans sa vie, tu vois, c'était vraiment un formidable entrepreneur, une personne généreuse et tout. Et il me dit, bah ouais, j'ai rencontré ta grand-mère, j'ai rencontré, j'ai fait des beaux enfants et tout machin. Et là, je réalise que je me pose la question en fait. Je me dis,
à l'époque, je sais plus quel âge j'ai, je suis un peu plus âgé, je dois avoir 20, 25, 26, 27 ans, je sais plus. Et je me dis, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux vraiment réaliser mes rêves? Est-ce que je veux faire ces choses-là? Est-ce que je veux être capable de dire à mes enfants que j'ai pas reculé devant la peur de l'échec, la peur du jugement? Parce qu'à l'époque, je faisais pas du tout encore ce que je fais, tu vois. Et j'avais quand même toujours ce rêve un petit peu secret de pouvoir être sur scène, de pouvoir speaker comme ça. Donc là, premier déclic, et il me dit, en partant, je me rappellerai toujours toute ma vie de cette phrase, il me dit, Max, surtout n'échange pas tes rêves contre la réalité des autres. Là, je me prends une petite claque, tu vois, gentiment derrière la tête. J'y repense pendant les semaines, les mois à venir, puis tu sais comment c'est en fait, tu prends un déclic, puis tu as une prise de conscience, puis la vie continue, tu continues à faire tes trucs. Ah, ben, je rêverais de faire ça, mais j'ai mes peurs, j'ai mes blocages, j'ai mes machins, toutes les bonnes raisons qu'on peut se trouver à tout âge, à tout niveau. Et deuxième prise de conscience, par la suite, je me retrouve à un séminaire de Martin Latulippe, qui est aujourd'hui un de mes mentors, un de mes coachs. Je suis dans son mastermind au Canada. Et je me retrouve dans cet event, au 8e rang. Je suis invité par quelqu'un, je me rappellerai toute ma vie. Et je vois ces gens. Et il y a une dame, je crois que c'était Karine Champagne, je ne sais plus exactement, Karine Drouin, qui dit « L'année dernière, j'étais à votre place. J'étais dans la foule. Aujourd'hui, je suis sur scène. » Et elle dit surtout... je ne sais plus quelle était sa phrase, mais c'était quelque chose comme autorisez-vous à briller ou autorisez-vous à être vous-même et à briller, vous verrez, il se passera des choses magnifiques dans votre vie. Et ça m'impacte de ouf, tu vois, je me dis putain, c'est possible. Et je suis au 8e rang, je regarde tous les conférenciers, je regarde tous les speakers, et le soir même, je ne sais pas par quelle magie, j'en sais rien, je me retrouve dans les backstage à dîner avec tous les speakers, parce que j'avais un ami qui était conférencier, Paul Pironnet. Et je me retrouve là et je ne sais pas non plus par quel miracle, il y a une chaise qui se libère à côté de moi au moment du dîner, puis Martin arrive et il s'assoit à côté de moi. Moi, je suis flippé ma race, je ne parle pas, je suis timide. Hein. Lui, il arrive, il fait 1m90, je ne sais pas combien de kilos, tu vois, c'est un mec imposant. Moi, je suis là, je mange mes petits trucs, et ma bière. Martin à l'instant. Et donc, et finalement, il se retourne et il me dit ah, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ton rêve et tout? On commence à discuter comme ça. Et c'est là où finalement, je m'autorise à dire ça m'a hyper inspiré ce que vous faites. J'aimerais réaliser mon rêve moi aussi. Ce serait de pouvoir diffuser mon message, faire des conférences, faire des ateliers, etc. Il me dit ok, qu'est-ce que tu peux faire pour réaliser ce rêve? Et là, moi, je bredouille un truc, je sais pas trop. Je pourrais essayer de faire augmenter mes ateliers. Et puis, à un moment donné, je me dis, tiens, allez, j'y vais, je me lance. Je dis, je pourrais faire comme toi, organiser un séminaire avec des top marketeurs, entrepreneurs et professionnels du développement personnel et faire ma première conférence devant 150 personnes. Et là, quand je dis ça, je me dis, putain de merde. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que bon, je connais un peu l'asticot. Quand tu dis quelque chose, il va te challenger pour le faire. Et donc, on part comme ça. Et il me dit, OK, très bien. Donc, on se retrouve dans un an, dans 6 mois, et tu as fait ton premier truc. Et cette idée me hante pendant la semaine qui vient. J'abandonne, je reviens. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est pour des gens, c'est pas pour moi. C'est pas possible. Ce sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être, on verra. Résultat des cours, 6 mois plus tard, je me retrouve à Lyon. Premier séminaire Business Booster, 150 personnes. Première conférence d'1 heure. Et une line-up de speakers incroyables, des gens comme Yannick Alain, des gens comme Simon Caporossi, comme Franck Roca. Vraiment des gens du milieu du dev perso et du marketing qui pèsent, tu vois. Et je me dis, merde, on a quand même réussi à faire ce truc. Et pour la petite histoire, je ne me rappelle pas de ma conf. C'est-à-dire que j'étais tellement stressé que c'est blackout complet. Il a fallu que je regarde les vidéos par la suite, que mes parents me racontent, tout ça. La première, c'était vraiment une de mes premières conférences et je ne m'en rappelle pas vraiment. Mais par contre, le sentiment qu'on a après d'avoir accompli quelque chose qu'on pensait impossible en un minimum de temps, je pense c'est un peu le sujet de tes interviews. Déjà. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez court, tu vois, d'organiser un event, faire venir 150 personnes, la logistique, la salle, les speakers, tout. J'avais jamais fait ça de ma vie, hein, pour info. Je n'étais pas organisateur d'événements, je n'avais jamais parlé en public devant autant de personnes. Et c'est fou, mais ce qui a fait la diff, c'est la décision. C'est à un moment donné, tu te lèves le matin et tu te dis « Ok, fuck, j'y vais ». Et là, après, ce qui se passe, le comment, ce que tu mets en branle derrière pour y aller, la salle, ça vient parce que tu es obligé en fait. Tu t'es engagé publiquement, donc j'ai fait des posts publics, je me suis engagé auprès déjà d'un de mes mentors, mais par la suite, je me suis engagé auprès de ma communauté.
Donc là, tu y vas. Et après, finalement, c'est assez fluide. Enfin, je sais pas, c'était il y a 3 ans maintenant, mais la première édition, avec le recul, je me dis que c'était fluide et facile, mais sur le moment, mes parents me disaient, Max, je crois que tu as oublié, en fait, parce que c'était challengeant, bien entendu. Je vais dire à personne que c'était facile, parce que c'est quand même des engagements financiers, des doutes, comme dans tout projet, en fait. Et à des moments, tu as envie d'abandonner, tu as envie de te rouler par terre en boule et de dire, je ne vais pas y arriver. Mais, mais le fait est que quand tu t'engages, quand tu es à fond dans ce projet-là, et que tu sens que ça vibre, tu lâches pas l'affaire. Et après, j'arrête de parler, je suis un peu bavard, mais c'est que ça me passionne. Très bien, c'est très bien. Jusqu'à la semaine d'avant la première édition, donc en 2016, je crois, je n'avais pas préparé ma conférence 6 jours avant. J'étais tellement omnubilé par tout, l'organisation de machin, c'est-à-dire que j'avais occulté ce truc-là, et j'en avais peur en fait, j'en avais très peur. Parce que il fallait que je parle quand même, que je prépare un truc, je voulais être dans mon excellence, tu vois, je voulais être parfait. Et le fait est que c'était pas parfait, mais que c'était parfait comme c'était. Okay. Donc voilà. Et d'ancien timide, maladif, hein, presque, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour... est-ce que tu t'es entraîné avant à parler en public? Qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que tu peux nous en parler de ça? De ce parcours de OK, dans 6 mois, j'ai la date, dans 6 mois, j'ai ça, j'ai jamais parlé en public. Par où on commence? Bah ouais, il y avait de ça. Alors, je me suis rattaché aussi à des acquis, tu vois, parce qu'en fait, dans ma vie passée professionnelle, j'étais chef de projet quand même. Pendant de longues années, j'ai quand même dû prendre la parole finalement en réunion, etc. Mais ça, je l'avais un peu oublié. Puis c'était sur un sujet que je maîtrisais. Donc finalement, je me suis un peu rattaché aussi à ça. Je me suis dit, OK, respire. Tu as déjà fait certaines choses. J'avais pris la parole devant 10, 15, 20 personnes à des dizaines de reprises pendant cette vie professionnelle. Mais là, on est quand même sur un autre truc. Il faut inspirer les gens, il faut intéresser les gens. C'est une conférence, tu ne peux pas rester académique. Donc, effectivement, je me suis fait coacher. J'ai contacté mes potes qui sont coach en vocal ou coach en expression orale. Et voilà, quelques petites astuces, comment monter une conférence pour que ce soit impactant. Et surtout, me poser la question, qu'est-ce que je veux transmettre? C'est quoi le message? Qu'est-ce que je veux dire? Et me connecter à ça, parce que c'est un peu c'est normal. Mes premières confs, elles étaient un peu mécaniques, dans le sens où j'apprenais les choses par cœur. Même encore aujourd'hui, j'ai tendance à apprendre mes trucs. Il y a plusieurs méthodes. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien aller à l'instinct complet. Moi, j'aime bien être structuré, mais c'était ça, c'était avoir cette structure, avoir cette confiance en le message que je veux faire passer. Quelle est ma grande idée? Je peux me rattacher à ça à tout moment. Si sur scène, j'ai un bug. D'ailleurs, aussi autre chose, c'est la première fois, s'il y en a qui nous regardent et qui aimeraient faire ça pour la première fois, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de le dire en fait. De dire, hey les gars, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. C'est ma première conf. Il y a peut-être moyen que ça bug à un moment donné. Peut-être que je vais me chier dessus. Peut-être que ça va pas marcher. Mais sachez-le, soyez bienveillants avec moi. Aidez-moi à trouver mes mots si ça arrive. Ça n'est jamais arrivé. Mais pour autant, le fait de l'avoir dit, ça libère d'un poids. Tu vois. Ok. Donc ça, c'était truc. Et puis, sinon, une structure. Je me suis énormément entraîné. La première, je te dis, je la connaissais par cœur. Je la répétais. Je me rappelle peut-être 3-4 fois par jour pendant les 5-6 jours d'avant. Donc, je l'avais répété peut-être 10 fois. Au bout de la 10e fois, tu connais ta conf d'1 heure. C'était le focus. Donc, je la connaissais bien. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense avoir cette capacité, même quand je connais des trucs par cœur, de ne pas réciter. Ce qui fait que c'était quand même, c'est dur à raconter. On est là pour inspirer, on est là pour raconter des histoires. Et quelque chose qui est complètement mécanique où ça prend pas parce que t'as pas de connexion avec le public, parce que une conférence c'est pas comme un webinaire, tu vois. Les gens sont devant toi, t'as des regards, t'as des échanges, t'as de l'énergie. Si t'es tout mou, tu vas perdre ton public, ça se voit tout de suite. Quand les gens ferment les yeux au premier rang, faut que tu réveilles un peu le monde, tu vois. Donc et puis ça te renvoie ça aussi. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Grave. Donc c'est ça, c'est d'essayer de faire des blagues. En fait, c'est l'interaction avec le public qui est très importante, qui est, je pense, un petit peu un peu différente que dans un webinaire. Mais en tout cas, avec l'évolution aujourd'hui, je me connecte à d'autres trucs, je me connecte vraiment au public et surtout,
J'ai essayé quelque chose là l'année dernière, j'ai fait une conférence à Genève et pour la première fois, je suis allé sur un sujet un peu dev perso plutôt que business marketing et je me suis un peu autorisé à aller vibrer des émotions différentes, à montrer ma vulnérabilité. En plus, je revenais d'une semaine de jeûne, j'étais mais lessivé, aucune énergie et malgré ça, ce qui est étonnant, c'est que je pense que c'était une de mes meilleures conférences à vie et que la relation que j'ai eue avec le public était assez incroyable. Et c'est là aussi où j'ai rencontré la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Wow. Donc ça, c'est cool pour la petite histoire. et ouais, je pense que ça se joue vraiment d'être dans une certaine forme d'authenticité, de vulnérabilité, d'humour aussi. Je pense qu'il y a beaucoup en direct, qu'est-ce qui se passe, c'est faire rire les gens, les faire réagir, les faire ressentir des choses. Je pense que tu connais cette phrase, mais les gens oublieront constamment ce que tu leur as dit. Ils n'oublieront jamais la manière dont tu les as fait se sentir. Ouais. Donc, c'est pas que c'est pas important ce qu'on dit, c'est que tu peux faire une conf magnifique, très intéressante, sauf que si les gens ressentent rien, la semaine d'après, ils ont oublié. Ouais. C'était que des mots. C'était que des mots. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais rappelle-toi, ou si vous nous regardez, rappelez-vous, la dernière fois que vous avez peut-être assisté à une conférence, de quoi vous vous rappelez? Vous vous rappelez peut-être un moment où vous avez ri. À un moment donné, vous avez senti peut-être une certaine forme de malaise parce que le speaker vous a posé une question qui vous a fait réfléchir. Une émotion particulière que vous avez ressentie à un moment donné. C'est toujours comme ça. Avec ce challenge, c'est chose faite. Tu vas plus parler devant des centaines de personnes. Et du coup, ça t'a amené à côtoyer un petit peu des experts de la prise de parole en public. Est-ce que tu as remarqué des points en commun, des facteurs dénominants qui ont rendu ces gens experts de la parole en public, des choses qui font vraiment la différence? Absolument, absolument, vraiment. Il y a une chose qui vient, mais je pense qu'en parlant, il y en aura une deuxième. Mais la première chose, déjà, il y en a plusieurs maintenant. Ça vient, ça arrive. Allez. Je pense que la première chose, c'est l'authenticité. C'est d'être présent dans le moment présent et ne pas forcément jouer son rôle de speaker ou de je suis sur scène et regardez-moi, machin. C'est un peu le piège, je pense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai vraiment observé, c'est le storytelling, c'est la manière dont on peut délivrer un message, une leçon, un concept au travers d'une histoire. Et les Américains l'utilisent à outrance. En France, on l'utilise un petit peu moins. Il y a des experts pour ça. Vraiment, je connais des gens qui c'est fabuleux parce que ça va te faire passer une idée, un message au travers d'une histoire. Et je pense que c'est vraiment une des choses capitales lorsqu'on veut faire du public speaking. C'est cette capacité qu'on va avoir à illustrer un concept, une clé d'enseignement qu'on veut délivrer au travers d'une métaphore, d'une histoire, d'une image. Parce qu'on est des êtres... on est des grands enfants. Et les enfants, ils aiment quoi? Ils aiment les histoires. On est forcément captivé lorsque on va écouter une histoire avec ce qu'on appelle en PNL bien sûr, j'ai oublié le mot, mais des prédicats, c'est-à-dire toutes ces choses qui vont être de l'ordre des sens. Donc, tout ce qui va nous faire ramener à nos sens va nous capter l'attention. Et Martin fait ça. Martin La Tulipe fait des conférences fabuleuses parce qu'il te raconte, t'emmène dans des histoires et à chaque fois, et ça t'amène à une clé, une leçon, quelque chose qui va vraiment te faire grandir dans ton leadership, etc. Donc, j'essaye vraiment le plus possible maintenant, quand je veux illustrer un concept, de le rattacher soit à une histoire personnelle que j'ai vécue moi, soit à une histoire que je connais, qui fait que la personne catch. Parce que de la théorie, pure théorie, on est à l'école, on est dans un amphithéâtre avec un théoricien et comme beaucoup d'étudiants, on s'endort vraiment parce qu'on n'est pas fait pour capter du contenu comme ça non-stop. Ouais. Okay. Donc, authenticité. Être présent. Être présent, storytelling et je dirais interagir avec le public et de temps en temps faire des petites blagues ou l'autodérision. L'autodérision, ça marche bien aussi. Ok, ouais. Donc vraiment arriver à... Si tu illustres des choses, les rattacher à une histoire et de préférence une histoire personnelle pour créer une connexion avec le public. Et garder les choses simples. Okay. Sur des conférences business, au début, j'ai vraiment essayé de rentrer dans des trucs un peu poussés.
Ouais. Après, c'est une question d'audience, tu vois, mais garder des trucs simples, des concepts simples et essayer de faire des jeux d'interaction avec le public. Ça cartonne. J'avais fait, notamment, tu vois, pour une conf business, je leur avais fait faire un avatar en live, en fait. Et Ok. j'avais segmenté la salle et je leur avais montré à quel point, à la fin, on pouvait avoir juste une petite partie. Et j'avais terminé avec une petite blague en disant qui c'est qui vient de Lyon, on se voit à la pause, je vous close. Ok. Ok. Mais tu vois, c'est des trucs. C'est pour ça que il y a des gens qui ont un don pour ça. Ils n'ont pas nécessairement besoin de préparer leur conf. Mais moi, je recommande quand même de préparer ça, d'avoir un petit sac de blagues ou d'entrées. Tu vois, en fait, c'est des séquences. Tu as la séquence quand tu rentres, tu as la séquence de peut-être tes 3-4 clés, puis tu as la séquence quand tu sors. Il faut que les gens ressentent des choses différentes à chaque fois. Et tu as partagé justement que tu as fait un exercice en mettant carrément les gens en mouvement, etc., que tu as pu scinder la salle en plusieurs points. Dale Carnegie, il explique, pour faire passer une idée ou un message, démontrer les choses de manière spectaculaire. Donc c'est un petit peu, on en parle souvent, le troisième niveau d'influence, c'est démontrer les choses. La démonstration. Ouais. La démonstration, tu me disais. Et c'est vraiment ça, c'est faire des exercices pour que les gens s'en rendent compte eux-mêmes. Et c'est là où je pense que tu as le meilleur impact. Comme par exemple, tu disais, si vous vous souvenez d'une dernière conférence, le speaker qui t'a posé une question, qui t'a fait réfléchir, etc., ou qui t'a mis dans une émotion particulière, c'est lui que tu vas te souvenir. C'est ça. Mais vraiment, en plus, quand tu vois, bon, là, en l'occurrence, le Business Booster, c'est une série de plusieurs intervenants. Et je vois bien dans un peu les petits chouchous du séminaire à chaque fois, c'est souvent ceux qui sont allés faire ressentir des choses aux gens bien précises. Que ce soit dans une émotion, alors je dirais pas positive ou négative, mais peu importe, c'est une émotion. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui souffre de timidité depuis des années, qui a une peur monstre de parler en public? Ce serait quoi les 2-3 conseils que tu pourrais lui donner? En tout cas, je commencerai par lui demander quelle est la chose que cette personne fait de manière facile, sans même se poser la question de l'heure qu'il est, s'il faut aller manger. C'est quoi qui la passionne? Parce que peu importe qu'on soit timide ou pas, il y a forcément un endroit, un moment, quelque chose dans notre vie qui nous passionne suffisamment pour avoir envie de le partager, d'en parler. Donc peut-être je m'interrogerais, c'est quoi cette chose-là qui fait que je pourrais vraiment parler des heures à un ami. Tu vois, si tu veux parler en public, c'est que tu as des choses à dire. Sinon, faut préparer le truc quand même un peu. Ensuite, ce serait de la visualisation. Ok. Tu t'en es beaucoup servi? Ouais, c'est assez incroyable d'ailleurs, parce que je viens d'y repenser. C'est assez fou. J'avais vu la salle et tout auparavant, sur la première année. Et ça s'est exactement passé de la manière dont je l'avais visualisé. Et toutes les nuits, pendant un mois, je m'endormais avec ça. Mon arrivée sur scène, les gens, ce que j'allais dire au début. Et ce qui est étonnant, c'est que ça s'est vraiment quasiment exactement passé de cette manière-là. Donc la visualisation ici a été très forte pour quelqu'un comme moi qui est assez rationnel et qui à l'époque n'était pas forcément encore très open sur ces trucs-là. Ça a très bien marché. Donc visualisation, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur, de quoi j'ai vraiment envie de parler, de quoi je pourrais parler pendant des heures. Et puis peut-être commencer par sans forcément commencer par une salle de 150. Moi, je sais pas, moi j'ai un peu déliré quoi, parce que franchement, tout le monde m'a dit, Max, ça marchera pas, tu n'y arriveras pas, il n'y aura personne, tu n'auras pas de partenaire, tu vas perdre de l'argent. Résultat, c'était plein. On a été rentable sur la première année, alors que ça n'arrive jamais. Des top partenaires. Enfin bon. Mais peut-être commencer par des choses avec un atelier plus. Si vraiment c'est la timidité qui pose problème, tu vois, avec un atelier plus petit, plus intime, pour partager aussi. Parce qu'on ne partage pas les mêmes choses quand on fait un truc de 15 personnes que quand on fait un truc de 150. Bien sûr. Donc, peut-être commencer par ça. Et. Voilà, il y aurait donc connexion à soi, qu'est-ce qu'on veut partager, visualisation et déclaration. Magnifique. C'est quoi le sentiment tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, d'accomplissement? C'est-à-dire que tu viens de réaliser l'impossible. Comment tu te sens? Comment ça s'est passé juste après ta conf?
quand tu es descendu de scène ou quand tu es Bah, retourné dans t'as une espèce de descente. Enfin, c'est comme, tu sais, l'adrénaline, ça te met dans un état quand même assez particulier, très alerte, euh, très, très alerte, ouais, très présent, quoi. Et quand ça s'arrête, j'ai pas réalisé tout de suite. Moi, j'ai pris une semaine de vacances quand même après parce que j'étais rincé. Mais il se passe un truc dans ta tête où tu te dis, attends, jusqu'à présent, j'avais analysé que toutes ces choses-là n'étaient pas possibles pour moi. Et là, je viens d'en prendre une et je viens de le faire. Quid de toutes les autres? Ok. Et là, ça fait un peu l'effet domino, tu vois. Tu te dis, mais si ça fonctionne pour celle-là, est-ce que ça ne fonctionnerait pas par hasard pour toutes les autres? Et là, tu commences à te dire, attends, là, je suis en train de triquer mon cerveau, là, il y a un truc qui se passe. Donc, il y a à la fois cette descente un peu émotionnelle, fatigue, parce que tu viens quand même de mettre tout ton cœur et ton âme et ton énergie dans un truc que tu pensais impossible à faire. Fierté, bien sûr, personnelle, les parents, machin et tout, là, c'était trop cool. Mais par la suite, c'est d'un point de vue leadership et personnel, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les étapes? J'essaie d'analyser comment j'ai réagi. Est-ce que je peux le reproduire? Qu'est-ce qui se passe si je le reproduis dans d'autres domaines ou dans le même domaine? Et forcément, tu viens de piéger un peu, tu pièges un peu ton propre cerveau parce que lui, sa phrase, c'est bah non, c'est pas pour moi, c'est pas maintenant, c'est pas possible. Et là, tu lui montres que c'est maintenant pour toi et possible. Ah. Si tu es capable de faire ça, je peux tout faire, quoi. C'est ça. Alors, je peux tout faire, je me le suis pas dit, parce que ce qui est très bizarre, c'est que même si j'ai analysé ce truc-là comme étant un truc pas possible et que je l'ai fait, avec les années, je l'ai banalisé. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, c'est ok, bon, bah ouais, d'accord, ça, c'est bon, j'ai fait ce truc-là. Voilà. Et je me mets mes propres limites sur d'autres trucs, en me disant, ouais, non, mais ça, c'est pas pareil, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est plus compliqué à faire. Ne plus arriver à te reconnaître finalement du pas de géant que tu as fait quand même avant, quoi. Parce que par rapport à ton parcours, c'est quantique ce que tu as pu réaliser. Par rapport à qui tu étais avant et ce que tu as pu faire, la prise de parole en public, c'est la peur numéro 1 au monde. Après la mort, juste après la mort. Ouais, les gens ont plus. Ah non, je crois que. Juste devant la mort. Les gens ont plus peur de parler en public que de mourir. C'est ça? Ouais, non, c'est clair que c'est une sacrée peur. Et ce qui est fou, c'est que même si, tu vois, j'ai quand même eu des retours de personnes que je valorise énormément la vie et les retours m'ont dit, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire ce que tu as fait et tout machin. Mais malgré ça, parfois j'ai encore du mal à me dire, ouais, bon, ok, c'était quand même, c'était quantique. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur le moment, ça fait vraiment quelque chose. Après, tu le fais une deuxième fois, puis tu le refais une troisième fois, et tu oublies un petit peu l'effet boule de neige du début. Mais par contre, ce que je sais et dont je suis convaincu, c'est que je ne serais pas arrivé là où je suis aujourd'hui sans avoir fait ça. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que ce que ça a généré, peut-être de la confiance en soi, de la visibilité, le fait qu'on m'invite à nouveau à speaker, de nouveau. Bien sûr qu'il y a un effet confiance en soi, il y a un effet autorité, il y a un effet preuve sociale, il y a plein de choses qui découlent de ça. Évidemment, c'est pas à banaliser, tu vois, mais en tout cas, je me rattache souvent à ça, en me disant, quand j'ai un défi, un challenge dans ma vie, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait par le passé qui m'a permis de me dépasser, de me surpasser, de faire quelque chose que je pensais pas possible. Et ce truc-là, c'est le truc de ma vie, tu vois. Ah bah non, mais j'en suis sûr, moi, quand on en avait parlé... Quand on s'était vu à Paris dans un atelier et que c'était incroyable pour moi. En plus, tu me partageais que tu étais un ancien timide. Moi, c'est un truc qui me fait flipper à mourir de prendre la parole en public. C'est quantique et je pense que c'est justement les moments de te reconnaître aussi. Quand tu as quelqu'un qui vient te voir et te dit là, tu es interviewé pour te reconnaître de ça, quoi. Et c'est bien et apprends, tu sais très bien le faire, mais te reconnaître davantage pour ce qui a été fait parce que c'est incroyable. Ah ouais, non, mais clairement, mais j'en ai conscience, hein, bien sûr. Et je banalise pas du tout le truc parce que c'est ni simple, ni quelque chose qu'on peut faire comme ça non plus en un claquement de doigts. Mais par contre, ça a vraiment un impact en tant que personne qui
tu vois, quand je me connecte à l'enfant intérieur que j'étais, enfin l'enfant intérieur, mais l'enfant que j'étais à l'école, euh, pas le mec populaire, tu vois, qu'on vient chercher pour jouer au foot, ou le gars qui lève toujours la main pour poser la question super pertinente, et là, t'es là, putain, merde, il l'a posée. Chier. Du coup, à côté, ma question, c'est pourri. Forcément, tu te dis, il y a du chemin de parcouru, c'est évident. Ou alors, quand tu es jeune salarié, que tu te retrouves à faire tes premières réunions et que tu n'oses juste pas ouvrir la bouche de peur que ton chef te dise que c'est de la merde, ou ta première vidéo, ton premier webinaire, peu importe, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Mais je dirais que en public, il se passe quelque chose de beaucoup plus... Moi, j'adore vraiment la prise de parole en public. Je préfère largement ça à un webinaire. Parce que y a une énergie, il y a une connexion avec les gens, il y a une émotion qui passe. Et là, je pense que moi, je suis plus dans ma zone de génie quand je fais ça que quand je fais entre guillemets un webinaire, un simple webinaire. Ok, c'est bien de l'identifier. Est-ce que tu peux nous partager un des moments difficiles que tu as pu rencontrer au cours de ton parcours? Comment tu t'es senti et de quelle manière tu as su te relever et de faire peut-être de cette défaite temporaire un succès futur? Une difficulté. Bah, on en a tous les mois des difficultés dans l'entrepreneuriat, mais un échec, une période de down, une difficulté qui a vraiment eu un déclic pour toi peut-être? ouais. Ben, en fait, il y a eu cette période, en fait, si tu veux, donc là, je fais le séminaire la première année, je le refais la deuxième année, et je suis dans ma posture de regarder comme j'ai bien fonctionné, regarder comment je suis dans mon ego, je suis dans mes masques. Ça nourrit mon besoin de prouver que je peux faire les choses peut-être à mon père, ou que j'ai pas de faille, que je suis parfait, tout, etc. Parce que je mets ce masque-là pour cacher peut-être certaines choses, ou parce que je veux montrer que j'ai réussi en fait. Et ça, c'est jusqu'en 2019. Sauf que je m'aperçois à ce moment-là que, je suis pas connecté à moi-même, je suis pas connecté à mon authenticité, je suis pas connecté à ma vulnérabilité, je suis pas connecté à ma sincérité. Et surtout, ce qui se passe, c'est que je m'aperçois que ça va complètement à l'opposé de ce que je veux réellement transmettre comme message. Ce que je renvoie et ce que les gens perçoivent, c'est pas du tout ce que je voudrais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, donc là, je rencontre cette grosse frustration dans ma vie parce que je voulais partir d'une intention particulière, montrer quelque chose, aider des gens. Et en fait, je m'aperçois que c'est pas du tout ça qui est perçu. Donc je sais, là, à ce moment-là, les masques tombent. Je me dis, merde, en fait, je suis passé à côté de quelque chose. Jusqu'à présent, si tu veux, je gardais le cap, ça marchait, entrepreneur, machin, on y va à fond. Mais je me rends compte qu'en fait, je suis pas plus heureux comme ça, premièrement. Et là, il y a deux déclics. Un de mes premiers speaks que je fais en dev perso, je m'autorise certaines choses, je m'autorise à montrer un peu plus qui je suis. Et puis après, il y a la Greatness aussi, cette année, qui vient en remettre une couche sur, finalement, quelle est la personne que je suis, quelle est la personne que je veux devenir, et surtout, quels sont les masques que je portais pour devenir cette personne. En tout cas, pour montrer à d'autres qui je pouvais être. Donc, ça a été une difficulté dans le sens où finalement, j'étais pas vraiment heureux de vivre ça. Tu vois, il y a des choses qui marchaient, le business commençait à évoluer, tout machin. Mais à l'intérieur, j'étais juste coincé en fait. J'étais coincé dans mon... Mais tu sais, genre, je veux dire, c'est pas genre je l'étais puis je le suis plus, parce que je travaille encore aujourd'hui ma vulnérabilité, mon authenticité, et il y a même encore des moments où voilà, c'est compliqué, c'est difficile. Donc c'est pas une question de ça l'était puis ça l'est plus. Mais... En tout cas, c'est une question d'avoir pris conscience de ça et de me l'être pris un peu en pleine face, feedback par pas mal de gens, tu vois. Et surtout de prendre
conscience que dès lors que je bascule dans plus d'authenticité, de vulnérabilité, de connexion à moi, il se passe des choses autour de moi qui sont complètement différentes. Les gens se transforment différemment, je me transforme différemment, l'énergie circule différemment et les retours sont pas du tout les mêmes. Donc, il a fallu que je prenne un peu cette baffe, tu vois, de me dire qu'en fait, je pouvais pas poursuivre dans cette voie-là parce que ça allait pas du tout être... tu sais, c'était hyper frustrant en fait. Quand tu as des retours, puis tu te dis, mais attendez, c'est pas du tout ça que je veux montrer. Je suis pas, je suis pas un connard hautain qui prend les gens de haut, quoi. Non, non, c'est pas ça. Ok. Mais pourtant, c'était un peu ce que j'envoyais, tu vois. Ouais. Donc ouais, voilà, ça a été une grosse prise de conscience. Et la difficulté à traverser, justement, c'est ça. C'est m'autoriser à briller pour qui je suis, avec mes défauts, mes faiblesses, mes forces, mes atouts, ma vulnérabilité, en parler, oser le dire. Je ne suis pas parfait. J'ai moi-même aussi des moments de doute et accepter que ça fasse partie d'un tout qui fasse aussi partie de moi, tu vois. Ton unicité, c'est ça. Exactement. Donc ouais, gros défi. Et même encore aujourd'hui, c'est un défi. On est tous sur le chemin, j'imagine. Ça se fait pas comme ça, t'as raison. Mais non, et c'est un chemin pour moi qui peut être jusqu'à la fin de la vie, tu vois. Ok. Et c'est pas blanc ou noir, en fait. C'est pas j'étais timide, je suis plus. Parce que finalement, ça fait partie de moi aussi. C'est pas j'étais pas authentique, j'étais pas authentique, maintenant je suis authentique. Ouais. Ça serait trop facile si c'était comme ça. Très bien. Ok. Est-ce que, avec tout ça et tout ce que tu as pu traverser, tu as un échec préféré? Donc un échec que tu as pu avoir en fait, un échec en apparence qui t'a permis d'atteindre un succès futur. Donc il y a ça un petit peu dont tu m'en as parlé, mais est-ce qu'il y a un événement particulier où tu as fait qui pouvait paraître terrible en apparence, mais qui en fait t'a permis d'aller plus loin dans toute ta carrière entrepreneuriale? Il y en a eu un qui a été déterminant, mais qui était un peu juste avant ma carrière entrepreneuriale. Puis on va dire que pendant ma carrière entrepreneuriale, ça a peut-être été le lancement beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de temps, de croyances. Tu te mets à corps perdu dans le développement d'un produit, d'un programme, quelque chose qui te tient à cœur. Tu lances le tout, puis ça explose pas comme tu t'y attendais. Donc d'un point de vue extérieur, c'est pas forcément un échec, mais la manière dont toi tu le vis en tant qu'entrepreneur, développeur de ton bébé et tout, où il se passe des trucs dans ta tête quand même. Et si Comment tu interprètes ça à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis bon, j'ai fait de mon mieux, d'accord, Toltec. Donc tu as déjà une approche, tu réagis déjà en mode bien, en tout cas, orienté solution. Ouais, tu sais, je suis quand même coaché, accompagné, Ouais. je suis pas tout seul. Bon, voilà, je suis pas genre, je vais me pendre. Mais surtout que si tu me parles d'un lancement dont tu m'as déjà parlé, c'était pas terrible. C'était pas comme s'il y avait personne. Non, c'est ça. C'est pas terrible. Mais bon, je l'ai quand même vécu comme un non-succès, on va dire. Ok, ouais. Et en fait, finalement, après coup, je me dis en quoi ça a pu être une opportunité et un bénéfice. C'est que, certainement, on n'était pas du tout structuré pour atteindre le chiffre que je voulais. 2, ça m'a permis de beaucoup mieux construire et co-construire ce produit-là et ce programme-là pour qu'aujourd'hui, il soit beaucoup plus performant et beaucoup plus intéressant pour les clients qui rentrent dans le programme d'accompagnement avec nous. Et ça m'a permis d'avoir une connexion fantastique aussi avec les gens qui étaient dedans, tu vois. Donc, d'apprendre sur moi, d'apprendre sur eux. Et je me dis, on n'aurait pas du tout géré le truc, on n'aurait pas pu gérer on n'aurait pas pu gérer les choses aussi bien avec les résultats que j'attendais. Donc, il y a ça, et en même temps, il y a cette petite voix qui vient quand même te dire, t'es quand même bien planté, mon grand. Et ça, je dois avouer que pour la suite, on y pense. Enfin, en tout cas, j'y pense. C'est pas on y pense, c'est j'y pense. Et j'essaye vraiment constamment de me dire, ok, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Les choses se sont passées de cette manière-là. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'elles doivent se passer comme ça à chaque fois? Non. Et puis les choses évoluent. On a des. Enfin, déjà,
la manière je perçois cette évolution-là aujourd'hui est complètement différente en fait. Et ça, c'est parce qu'il y a eu l'évolution personnelle. Et l'évolution personnelle n'arrive que lorsqu'il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Il y a une de mes phrases que j'aime beaucoup, c'est « fail fast, succeed faster », le disent les Anglais, les Américains. Échoue rapidement. Plus tu échoues rapidement, plus tu vas avoir des succès rapidement. C'est-à-dire que il n'y a pas de... J'ai interviewé, je pense, 45-50 sportifs, entrepreneurs, auteurs, etc. Il n'y en a aucun qui m'a dit avoir eu des succès sans se planter. Aucun. Donc, je pense qu'il est illusoire d'imaginer pouvoir être entrepreneur et lancer un business et que tout roule constamment. Et que de grandir... Alors, on peut se poser la question, mesdames et messieurs, faut-il en chier et faut-il se planter pour être heureux et avancer dans son business? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tous les défis, les challenges, les difficultés, les échecs que j'ai vécus m'ont permis de grandir, d'apprendre et d'avancer. Et je pense que on partage tous les deux l'amour de cette phrase. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Je pense c'est juste une question d'angle de caméra. C'est une question de réalisation de film. Quel est le film qu'on veut réaliser? Complètement. Je pense qu'un entrepreneur, il a cette capacité de faire de tout échec en apparence une leçon magnifique pour le futur. Et c'est ça, en fait, la réussite, elle s'obtient, je pense, que en faisant ça, en tirant des leçons des échecs et pas en s'arrêtant à se dire « Ah, c'est terrible, pourquoi ça m'arrive à moi? Ah, je ne mérite pas, machin. » Ça sert à rien d'ailleurs, hein, si vous ne saviez pas. Ça sert à rien, tu peux le faire 24 heures si tu veux, mais ça sert à rien. Voilà. Est-ce que tu as un mentor ou plusieurs mentors, des personnes qui t'inspirent vraiment? Qui et pourquoi? Tu as parlé de Martin tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, bon, Martin, je ne peux pas ne pas le citer. Ouais. Martin Latulippe, qui est un auteur, conférencier, coach, entrepreneur canadien, québécois. Que tu as interviewé d'ailleurs et que les gens peuvent retrouver sur ta chaîne YouTube. Absolument. Magnifique. On pourra mettre une petite fiche en haut. Voilà. Donc Martin, pourquoi Martin? Parce que l'humain. Martin, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est sur la place de l'infoproduit business, on va dire, en francophonie mondiale. Et pour moi, ils sont plusieurs, il y en a d'autres, mais c'est un des entrepreneurs qui a cette approche de l'humanisation, de ce qu'il appelle l'humanisation de l'ère numérique. C'est vraiment créer du lien avec les gens, c'est pas prendre les gens pour des cons avec le marketing. Tu as une petite bête qui se balade sur la caméra. Coupez. Non, c'est humain, et là c'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi investi dans son mastermind, dans ses coachings, parce que au-delà de l'approche business, de la stratégie de fond, qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de clients, qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie, ce sont des choses qui tournent autour de l'humain, de valeurs humaines, de valeurs de partage, de valeurs de contribution, d'amour. Et ça, je suis en train d'étudier cette manière-là de faire du marketing dans des énergies hautes. Parce que beaucoup de marketing aujourd'hui tourne autour de la peur, de la culpabilité pour faire acheter, qui sont des valeurs, qui sont des énergies basses. Et je me demandais s'il n'y avait pas, j'avais fait un article sur la nouvelle technologie de marketing. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle techno de marketing qui nous permettrait de donner du pouvoir aux clients, donner par l'amour, par l'écoute, par la contribution, tu vois, et de pouvoir faire des ventes aussi. C'est marrant. Vraiment j'ai parlé exactement de ça avec Steve, genre de marketing spirituel gagnant-gagnant. Est-ce que ça existe? Parce que dans notre monde, à tous les deux, du marketing, c'est toujours je gagne donc tu perds, en tout cas la perception qu'on a. Donc peut-être, et j'ai pas la réponse à ça, mais c'est intéressant ce que tu creuses. Bah, c'est vraiment une nouvelle. Pour moi, c'est du marketing positif. Je sais pas comment on pourrait le dire, tu vois. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire que ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment des choses que je veux partager. C'est des valeurs que je partage avec lui. Donc pourquoi j'ai choisi ce mentor-là? C'est partage de valeurs, ça c'est clair et net. Histoire qui m'a inspiré aussi. Je pense qu'on connecte avec des gens pour son histoire et pour ses valeurs.
on s'associe avec des gens pour des valeurs, on se dissocie des gens pour des valeurs. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Est-ce que j'en ai d'autres? Bien sûr, j'en ai d'autres, certainement. Je vois les livres que j'ai un peu partout. Qu'est-ce qu'on a? Stephen Covey, Russell Brunson dans un autre style, beaucoup plus agressif, mais en tout cas, ça a été un des pionniers du marketing, je trouve, aux États-Unis, quelqu'un qui Ah non, le fait boss, avancer c'est le truc. Voilà, qui transmet aussi des concepts marketing qui sont très puissants. Après, à nous de les adapter, tu vois. Innovateur et Ouais, précurseur. très novateur. En mentor plus dev perso, il y a le fameux Tony, hein, Ok. son prénom Tony. Le bon ami qui t'appelle tout le temps d'ailleurs. Ouais, Tony Robbins et puis en francophonie, Paul Pironet qui a été pour moi vraiment Paul Pironet qui est un des experts, l'expert je dirais francophone de la PNL, donc programmation neurolinguistique pour les amis qui ne connaissent pas. Et Paul a été vraiment une personne qui m'a pris par la main, formé, coaché, fait confiance et qui m'a aussi poussé quand même pas mal à faire ce que j'ai fait. Les séminaires, il était là au début, il a été speaker, il a été vraiment d'une grande aide. Donc c'est Polo qui a été le leader, le mentor de David Laroche aussi. Okay. Donc vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. C'est des gens qui sont dans la business depuis quand même longtemps. C'est aussi ça que je recherche, un peu la sagesse le sage, le vieux sage. Mais il y a aussi énormément d'entrepreneurs beaucoup plus jeunes qui m'inspirent beaucoup aussi sur la place actuellement. Parfois même des amis. Donc je pense qu'on peut être aussi inspiré par ses amis et je trouve que c'est super bien même d'être inspiré par ses amis. Donc voilà, il y en a qui font de la merde et qui font n'importe quoi et j'ai pas de mal, j'ai vraiment aucun mal à le dire parce que il y a de la merde, mais il y en a aussi beaucoup qui font des choses très belles et ça c'est cool. Magnifique. Si tu avais cette capacité d'envoyer un SMS sur tous les téléphones de la planète, ça le traduit automatiquement, t'inquiète, pas de souci. Dans n'importe quelle langue. Une technologie de dingue. Qu'est-ce que tu enverrais sur un court SMS sur tous les téléphones de la Terre? Si tu avais une phrase, un mot, quelque chose à dire. Qu'est-ce que j'enverrais sur les téléphones de la Terre? C'est limité en termes de caractères ou... C'est un tweet. Merde, c'est combien les tweets? Ah, mais les tweets ça a augmenté, donc t'es bien. Il y a plusieurs phrases que j'aime, mais si tu devais en choisir une seule. Et il n'en resterait, et il n'en resta plus qu'une. Vas-y, tu peux en dire deux. Si tu veux, t'as un deuxième SMS. Il y a celle qui est mon mantra que je me rattache chaque jour, c'est n'échange pas tes rêves contre la réalité des autres. Et il y a sois toi-même, sois audacieux, sois insatiable et vole vers tes rêves. Bien. Ok. Magnifique. Ok, on va parler de l'après maintenant. L'après maintenant. L'après maintenant, voilà, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tes objectifs pour les 6 à 12 prochains mois? Dans quelle direction est-ce que tu vas maintenant? Ben écoute, je sais pas quand les gens regarderont cette vidéo, mais actuellement, coronavirus oblige, pas de présentiel, quoi. Donc ça, c'est un peu con. Enfin, ça c'est dommage. Mais disons que, alors je sais pas comment ça va évoluer, mais 6 à 12 mois, j'espère qu'on aura l'occasion quand même de se retrouver dans des salles et de profiter et d'avoir du kiff. Donc, nouvelle édition du Business Booster, avec probablement un nouveau format. Ok. Donc ça sera, je pense aussi que ce sera encore à Lyon. J'aimerais avoir une édition peut-être au Canada ou on verra en francophonie ailleurs dans les prochaines années. Sinon 6 à 12 mois, eh bien écoute, on est en train vraiment de planifier les différentes ouvertures des produits et des programmes qu'on a. Donc on a notre programme phare qui va rouvrir bientôt là au mois de mai, juin. Pour plusieurs mois avec de magnifiques entrepreneurs, j'en suis certain. Et puis la création d'un mastermind que j'ai à cœur depuis vraiment longtemps d'avoir une famille en fait, une famille d'entrepreneurs qui veulent passer du temps ensemble. Je me suis aperçu d'un truc, Max, ce matin, j'avais cette réflexion en marchant dans la rue. Je me suis dit,
qu'est-ce que veulent les gens? Les gens veulent être ensemble. Les gens d'un même niveau veulent être ensemble. Et les gens du niveau d'en dessous veulent être avec les gens du niveau du dessus. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, comment je peux aussi pouvoir faire des ponts entre ça et proposer aussi de la valeur à des gens qui augmentent de niveau. Donc, j'aimerais vraiment avoir ce mastermind, cette famille un peu autour du leadership, autour de la croissance personnelle la croissance personnelle et de son entreprise. Donc, bien sûr, avec des stratégies de marketing avancées autour de l'amour, mais aussi surtout avec cet échange, ce cerveau collectif, ce cerveau commun qui pour moi amène énormément de valeur en fait, puisqu'on ne multiplie pas, on ne fait pas d'addition, en fait on multiplie quand on est avec d'autres gens. C'est 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Quand on est 2 cerveaux, ça peut faire beaucoup plus. Donc c'est cette idée-là que je veux aller chercher derrière, et je ne veux pas faire un truc industriel, je veux vraiment avoir cette idée de famille et de vivre une aventure. Et donc je pense qu'il y aura des rencontres, et on va aussi aller sur ce côté-là, comment on peut expérimenter des choses dans sa vie qui sont peut-être pas de nature business, qui peuvent te faire grandir et qui peuvent te faire shifter sur si je peux me dépasser dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je peux faire dans mon business. Les gens n'ont pas de problème de business, ils ont des problèmes personnels qui se reflètent toujours dans leur business, mais c'est ça. Exactement. Ok, intéressant, top. Voilà. Donc du présentiel, des ateliers, des immersions, de la et d'un programme phare de coaching qui évolue bien, et franchement je suis assez content de ça. Ok, un nouveau branding d'ailleurs pour ceux qui... Et on n'en a pas parlé, mais effectivement, d'ailleurs, je fais une petite dédicace à notre ami David Bolland de la Greatness, qui est quelqu'un qui m'accompagne actuellement sur tout le rebranding de la marque, et qui fait un travail formidable, donc autour de belles valeurs. Et pour celles et ceux qui se posent la question, s'ils sont entrepreneurs, qui veulent le devenir, comment je fais aussi pour avoir cette image de marque-là, déjà, allez voir David, mais 2, interrogez-vous sur quelles sont vos valeurs hautes. On en a beaucoup parlé, Max et moi. C'est quoi mes valeurs personnelles? C'est quoi mes valeurs hautes? Qu'est-ce qui me donne du pouvoir? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et ça, c'est extrêmement puissant lorsqu'on veut partager son message. Et la peur commune qui revient constamment, Max, lorsqu'on parle de créer une communauté, c'est qu'est-ce que pourraient dire les gens si je diffuse ce message-là? Qu'est-ce que vont penser les gens de moi, etc. Et quelle est l'arme secrète un petit peu pour aller au-delà de ça? C'est déjà d'être habité par cette mission personnelle, et surtout derrière de venir se barricader, on va dire, se protéger de son propre soi, de ses peurs, par ses valeurs. Et j'aime beaucoup cette idée, cette image de Steve Lalanne, qui nous disait en séance, je crois, c'était si tu prends pas ta peur par la main et que tu marches avec elle, elle va grandir. Ouais, c'est ça. Marche avec elle à côté de toi, elle va un petit chien. C'est accepter le fait qu'on a peur, mais par contre c'est toi qui commandes, c'est ça. C'est toi le maître du bateau. Voilà. Du capitaine. C'est ça. Quelle est la chose que tu aimerais bien faire et que tu n'as pas encore faite? Ça peut être un truc tout bête. Aller faire un trek dans le désert. Ok. Pourquoi pas? Ok. Écoute, connexion. Non, mais c'est cette idée de calme, de connexion à la nature. Ça peut être dans le désert ou ailleurs, mais vraiment cette idée de reconnecter, et peut-être même pas nécessairement d'être seul, mais avec peut-être un groupe de gens qui ont cette même envie-là de vivre une expérience, de vivre une aventure avec d'autres gens, un truc un peu exceptionnel. Ça, j'ai jamais fait. Puis j'aimerais bien soit le créer moi, soit être participant. Ouais, c'est très bien. C'est une super idée là que tu as dit de créer ça. Toi, ça te divertit et en même temps, tu t'organises un truc. C'est peut-être une bonne idée. Mastermind, qui sait? C'est ça. Mais ouais, c'est en ce moment, je suis un peu, peut-être confinement oblige, j'ai envie de grandeur, mais c'est vraiment cette idée d'expérience et d'aventure qui vient me chercher en ce moment. Ok. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi dans 10 ans? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi dans 10 ans? Ah, c'est un mec sympa.
Non, j'aimerais que ce qu'on puisse dire de moi dans 10 ans ou même dans moins ou dans plus, c'est cet aspect de Max m'a inspiré pour faire telle chose dans ma vie, même si j'étais un petit maillon de la chaîne. Chacun a son parcours, chacun a ses chaînes, non, mais son maillon. Et puis, plus tu mets des maillons, plus tu avances. Donc, j'aimerais voilà, pouvoir faire partie aussi de la vie de ces gens-là, de laisser une empreinte dans la vie de personnes, ou en tout cas sur cette planète. Euh, et d'inspirer les gens à réaliser des choses qui aujourd'hui ne s'autorisent pas à réaliser ou qui pensent impossible pour vivre vraiment la vie qu'ils veulent, quoi, en fait, être dans le plaisir, dans la joie, l'abondance et non pas dans la limitation, dans la frustration. Donc voilà, j'aimerais vraiment ça. Ouais. J'aimerais vraiment cette personne-là m'a impacté, Max m'a impacté d'une petite manière ou d'une grande, et ça m'a permis de rattacher le maillon supérieur. Ok, magnifique. Merci beaucoup. Dernière question. Grâce à l'expérience des échecs et des difficultés que tu as pu surmonter au cours de ces dernières années, si tu avais le pouvoir de remonter dans le passé et d'aller voir le Max à 18 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire si tu pouvais avoir une courte discussion avec lui? Tu as tout juste 18 ans, qu'est-ce que tu pourrais te dire? Déjà, j'essaie de me rappeler à 18 ans. À 18 ans, je ratais mon bac pour info. C'est une info très bien. Ça prouve plein de choses. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin d'être pour Exactement. entreprendre nécessairement une Tu vas repasser après derrière, j'imagine, du coup. Pardon? Oui, je l'ai repassé. Oui, puis je l'ai eu. Mais franchement, alors, si je revenais dans le passé, j'aurais un peu j'aurais un peu en tête tout ce que j'ai vécu, tu vois. Mais je pense que ce que je dirais, c'est crois en ce que tu es capable de faire. Et surtout, entoure-toi, développe-toi, va apprendre des choses sur toi, investis sur toi, mais pas investir nécessairement de l'argent, tu vois, mais donne-toi cette valeur-là en t'autorisant à aller te former ou à aller te développer personnellement. Je pense que vraiment, ce serait sur l'aspect ouverture, développement personnel, parce qu'en tout cas, par la suite, c'est moi ce qui m'a changé, c'est ce qui a changé ma vie. Et puis surtout, être très vigilant à mon environnement. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, j'aime bien cette phrase qui dit qu'un homme fort dans attends, c'est quoi? C'est un homme faible dans un environnement fort sera toujours plus fort ou pourra toujours plus grandir qu'un homme fort dans un environnement faible. Donc je pense que c'est très important pour moi cette notion d'environnement, que ce soit personnel, professionnel, amical, parce que je pense que on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus souvent. Jim Rohn, je crois qu'il dit ça. Hein. Ouais, plein de gens. Je sais pas qui est le premier à Je avoir crois que c'est Jim Rohn, il me semble. Et je pense qu'à cette époque-là, j'ai peut-être pas forcément les bonnes fréquentations, qui ont peut-être un peu limité aussi certaines choses. Moi, je prends mes responsabilités aussi. Mais... Donc ouais, je lui dirais ça, je lui dirais vraiment, intéresse-toi à comment tu fonctionnes, comment fonctionnent tes émotions, comment fonctionnent tes états internes, et surtout, sois généreux, redonne. Donner, c'est servir. Tout part de toi, tout part de l'interne, c'est ça? Ouais. Ok. Apprends à savoir comment tu fonctionnes. Apprends à savoir qui tu es. Donner, c'est servir, c'est grandir. Ok. Magnifique. Écoute, merci beaucoup Max pour cette interview, c'était top, c'était vraiment super, merci de nous avoir partagé tout ça. Maintenant, pour les gens qui veulent... Un peu bavard. Comment? Avec plaisir, je suis navré, je suis un peu bavard. Non, c'est très bien, c'est magnifique. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Max Dorville, et sur le site web qui sera bientôt tout rebrandé, tout neuf, tout beau. Mais en attendant, maxdorville.com, ça fonctionne encore. Donc, n'hésitez pas. Et puis, s'il y en a parmi vous qui ont des questions, qui aimeraient me contacter en message privé, Messenger, pas de souci. Toujours disponible.
Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup. Je mettrai tout ça dans la description de la vidéo, donc vous pourrez retrouver tous les liens juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Si vous savez que ça peut peut-être aider quelqu'un qui était dans la même situation que Max, peut-être ancien timide et qui a des ambitions, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Je suis sûr que ça peut apporter beaucoup de valeur. Merci beaucoup Max et à très vite. Merci à toi, merci à vous. Bye bye. Bye.